Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, bienvenue sur la 7e illusion. Si vous êtes déprimé, si vous avez besoin de reprendre votre vie en main, c'est le moment d'écouter ce podcast sur Gourou avec Joe et Sawyer. Allez-y, let's fucking go for it! Hello, hello, comment ça va? Écoutez, bienvenue sur la 7e illusion, on espère que vous allez bien et comme je l'ai dit, je suis avec, mon bon ami Joe, avec une intro de jus de melon et c'est bien, tu vois? Parce que j'y pensais, parce que, vu que je me souviens qu'il y avait un tweetos d'extrême droite qui avait dit que jus de melon, il nous endoctrinait et que c'était une secte, la 7e illusion, donc ça marche bien, c'est dans le thème. Mais écoute, comment tu vas Joe, aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Bah, ça Enfin, va très est-ce bien, que ça va? écoute, Oui ouais, et enfin. non. Parce que la 7e illusion, on doit parler de cinéma et que malheureusement, depuis 2 ans, on va devoir parler de Yann Gozlan. Alors, ouais, parce que c'est, on va justement l'introduire, puisque aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu dans le titre, on parle de Gourou, le nouveau film de Yann Gozlan, qui est du coup un film qui est quand même assez grand public, non pas pour Yann Gozlan que nous connaissons, mais surtout pour Pierre Ninet, parce que c'est le nouveau film de Pierre Ninet, le premier rôle de Pierre Ninet depuis Le Comte de Monte-Cristo, donc ça fait quand même 1 an et demi. Et du coup, c'était ma première réflexion, même avant qu'on même on voit le film. Je me suis dit, est-ce que Pierre Ninet, il n'est pas un peu en train de se choisir des rôles où on le voit pas tout le temps, comme on le voyait précédemment. Des fois, on le voyait un peu tous les 4, 5 mois à chaque fois dans des nouveaux films. Est-ce qu'il ne tente pas un peu une stratégie comme les stars hollywoodiennes ultra, enfin, à gros nom, quoi, où justement on va les voir de temps en temps, mais dans des gros films, tu vois, c'est un peu le gros débat. Surtout que là, Pierre Ninet revient avec Yann Gozlan, qui a quand même fait parler de lui parce qu'il a réalisé Boîte Noire en 2021. Il était aussi dans Un homme idéal avec Yann Gozlan. Puisque Yann Gozlan, du coup, moi j'ai vu aucun film de lui à part Gourou, mais comme je l'ai dit, il a réalisé Un homme idéal, Boîte Noire, mais aussi plus récemment, il a réalisé Vision, dont je crois qu'on avait parlé dans les premières émissions de la 7e illusion en 2023, et d'Alloway, dont on n'avait pas parlé pour le coup, qui est sorti l'année dernière. Mais toi, qu'est-ce que tu penses du cinéma de Yann Gozlan en général? Alors, le cinéma de Yann Gozlan, je ne me comparerai pas à Superman, hein, même si je suis un grand fan de James Gunn, mais c'est ce que j'appelle ma kryptonite. C'est un cinéma qui, sur le papier, il est beau. Il transpire le genre, un amour du cinéma de vidéoclub. Et on veut y aller. À chaque synopsis, on se dit, ça y est, ça va y aller, ça va être génial. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yann Gozlan? Il a fait Burnout, qui est super. Je le découvre comme ça, super thriller avec François Civil. Et oui, ce cinéaste va être à suivre. Il enchaîne avec Boîte Noire, qui, outre le côté nanardesque du film, est vraiment un sous le chant du loup qui ne sert à rien. Qui était un film qui techniquement avait des défauts qui me sautaient aux yeux et surtout aux oreilles. Je pense à une séquence de redoublage qui était absolument infecte. Mais c'est pas grave, tout le monde adore, c'est nommé au César. Potentiellement, je suis passé à côté. Il enchaîne sur Vision, qui est un film que je trouve très moyen, genre Nadul évidemment. Des petites idées graphiques, mais c'est pour défendre des discours politiques d'extrême droite, donc plutôt dégueulasse. C'est dommage, en plus il se prend pour David Lynch, bon, il va pouvoir ralentir, ressortir un nouveau film, et peut-être que là, ça va être bien. Manque de peau, je suis à Cannes, je découvre Dalloway en séance de minuit parce que Mylène Farmer est ma chanteuse française préférée. Et c'est un des plus gros ratés que j'ai pu voir en 25 ans de cinéphilie. C'est pas possible de faire un film comme ça. C'était d'extrême droite, fasciste, misogyne, complètement ringard sur le discours de l'art et de la culture, mais ça lui tenait à cœur. Il y avait un engagement qui était au fond de lui où on peut se dire que le cinéaste n'est pas mort en soi, qu'il veut défendre la culture. Bon, il le défend mal, parce qu'il le défend pas avec les manières de gauche, mais bon. Gourou arrive, thriller, Pierre Ninet, sur les gourous de l'internet. Encore une fois, ça va être génial sur le papier. Et encore une fois, malheureusement, c'est un film quasiment sur Charlie Kirk, mais le problème, c'est qu'il meurt pas. On va en parler, on spoil pas trop du coup, mais avant qu'on donne notre avis sur Gourou, de quoi ça parle Gourou? C'est l'histoire de Matt, qui est coach en développement personnel. Et d'ailleurs, je sais pas si tu avais vu, mais tous les personnages de Pierre Ninet chez Yann Gozlan,
s'appellent tous les trois Mathieu Vasseur, en fait. Celui d'un homme idéal, celui de Boîte Noire et maintenant celui de Gourou. Et donc Matt, cette fois-ci, il est coach de développement personnel, le coach de développement personnel le plus suivi de France. Et dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire. C'est un synopsis un peu hasardeux, pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Avant juste qu'on parle du film, des dernières choses à dire, c'est, je crois, le premier film vraiment. Déjà, c'est marqué à la fin du générique sur une idée originale de Pierre Ninet. Et c'est aussi un film qui est produit par Pierre Ninet, dans lequel il a mis beaucoup d'argent, parce que c'est sa boîte 90 Films qui l'a financé. Et aussi, il y a des financements de Canal+, on en reparlera pour une certaine scène, notamment peut-être en spoiler. Mais écoutez, toi, commence d'abord. Qu'est-ce que tu as pensé de Gourou de Yann Gozlan? Alors, Gourou de Yann Gozlan, comme encore une fois, j'aime répéter, c'est une promesse avortée parce que les 10 premières minutes de ce film me font croire que le film va être réussi. Apporte du rythme, apporte de la mise en scène, apporte des angles d'approche intéressants pour tomber sur la capitalisation la plus dégueulasse que j'ai pu voir des agressions, avec un Bajon en sous-jeu complètement à côté de la plaque, face à un Pierre Ninet en croque-mitaine potentiellement exploitable autant sur son fond que sur sa forme, mais ça s'arrête là. Parce que bon, la femme de Pierre Ninet est coach de vie et organise des séminaires à je sais pas combien de milliers d'euros, donc on va pas froisser la profession. Pareil, on arrive dans une époque où les influenceurs se font entendre par le tribunal et par le parquet de Paris. On pense à Adé Laurent, on pense à Nasdaq, donc potentiellement un parallèle intéressant, mais encore une fois, la caméra tournée uniquement du côté de Pierre Ninet nous le fait passer quasiment pour un sympathique loser, par quelqu'un qui est dangereux, mais bon, on va s'y attarder parce que c'est une icône américaine du cinéma. C'est une icône que Pierre Ninet rapproche plutôt du cinéma de Paul Thomas Anderson, que ce soit avec Tom Cruise dans Magnolia, mais bon, je ne peux techniquement pas vous dire à ce micro quel film je préfère entre Magnolia et Gourou. Et à côté, Pierre Ninet qui explique qu'une de ses icônes, c'est Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood. Malheureusement, on voit bien que le film est fait pour de mauvaises raisons. Et on rappelle que Magnolia est un grand chef-d'œuvre et que quiconque dira autrement a complètement tort, dont mon collègue ici présent. Voilà. Donc ça c'est dit. Maintenant, effectivement, il y avait un truc dont je voulais parler, que j'ai oublié de dire, merci de me le rappeler, que oui, Pierre Ninet a beaucoup fait de promo autour du fait qu'il s'est inspiré de Tom Cruise dans Magnolia pour jouer ce rôle. Magnolia qui est un de mes films préférés, que j'ai découvert l'année dernière, qui est un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années. J'ai vraiment adoré le film. Et je pense que c'est mon Paul Thomas Anderson préféré dans une filmographie que je trouve absolument incroyable. Mais enfin bref, pour en revenir à Gourou, effectivement, on sent en fait cette inspiration de Tom Cruise dans Magnolia. Il y a un vrai problème en fait avec déjà pour moi l'intro du film et en même temps non. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la première scène du film est pas mal. C'est-à-dire que la première scène du film, on établit un truc, on voit la manipulation qu'il arrive à faire avec le personnage d'Anthony Bajon, dont on reparlera. Mais c'est surtout un film. En fait, ça résume bien tout ce que va développer le film, parce que la deuxième scène, juste après qu'on voit le titre, littéralement, va montrer le personnage de Pierre Ninet et va pas forcément le montrer de manière très négative, notamment quand il va être appelé à la commission d'enquête, parce que c'est dans la bande-annonce, c'est pas un spoiler. On voit qu'il va même dire: «Ah, c'est important, de faire une commission d'enquête parce qu'il y a tellement de gens qui abusent de personnes ou quoi». Lui a l'impression de faire quelque chose de bien. Mais tu vois qu'en fait, ce qui sépare c'est compliqué de parler d'un film comme ça parce que des films sur des connards, il y en a plein. Et tu vois, par exemple, ce qui sépare d'un film comme Guru, un film comme Social Network, c'est que c'est un film comme Social Network qui vient juger le personnage et qui vient le montrer comme pathétique. Guru, ça montre pas vraiment le personnage de Pierre Ninet comme pathétique. Et donc, ça devient presque un truc qui devient limite dangereux. Mais c'est pas le plus gros problème du film. Pour moi, le plus gros problème du film, c'est que c'est un film qui va lancer 4000 thématiques parce que c'est un sujet très dense qui peut être développé de plusieurs manières. Il va lancer 4000 sujets et toutes vont éclater contre le mur et vont être insatisfaisantes dans leurs conclusions, que ce soit d'un point de vue formel que dans le fond. C'est-à-dire que dans le fond ou alors dans l'écriture des personnages, bah, ça va être ultra facile, il va y avoir des incohérences scénaristiques,
mais des plus totales. Et je suis pas une personne qui juge un film par rapport à son scénario, par rapport à ses incohérences. Je peux sauver beaucoup de choses sur des problèmes comme ça, mais au bout d'un moment, faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde non plus, quoi. Et dans la forme, oui, effectivement, il y a un gros problème, c'est-à-dire que Ian Gosling ne sait pas comment filmer en fait son personnage, ne sait pas comment filmer ses scènes, hormis une scène qui est en travelling circulaire qui est un peu intéressante. Soit c'est sans originalité, peu inspiré, soit c'est mais alors d'une lourdeur où oh alors attention, c'est très grave, c'est très intense, donc on va mettre des grosses LED rouges pour souligner que c'est très important. Et c'est vraiment, mais la subtilité est officiellement morte. La subtilité, tout comme le jeu de Pierre Ninet, en fait, qui va être très souvent en surjeu. Je dis pas qu'il est mauvais tout le temps, mais très souvent, on va le voir en surjeu. La scène du cri, je la trouve particulièrement ridicule et je la trouve particulièrement horrible. Et en plus, tout ça qui vient. Moi, j'ai vu aucun film de Yann Gozlan avant, mais c'est les patterns qui ont l'air de se répéter, qui vient vendre complètement les thématiques du film pour des twists à 2 balles dans la conclusion. Et alors, la conclusion, on en parlera en spoiler, c'est un film qui refuse de se finir, en fait, qui n'a pas de fin. Mais oui, je trouve ça oui, absolument catastrophique à tous les plans, à toutes les échelles. Et je trouve que oui, c'est un très mauvais film et c'est un des premiers très mauvais films de cette année. Ça donne vraiment pas confiance dans les films avec Pierre Ninet pour le coup. Là où j'avais bien aimé quand même Monte Cristo, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, loin du chef-d'œuvre que tout le monde décrivait. Mais là, je trouve qu'il y a un vrai problème et j'ai vraiment l'impression de voir des gens qui me disent à voix haute qu'ils sont plus malins que moi, alors qu'ils développent un sujet de manière très bête. Là où je vais te rejoindre sur Monte Cristo, qui était vraiment un grand élan de cinéma populaire pour revenir à de la qualité. Gourou se foire, après tu parles de plans à toutes les échelles, malheureusement j'aimerais que tu arrêtes de mentir, parce qu'il n'y a que des gros plans dans Gourou. Il n'y a quasiment que des gros plans ou des plans larges. Il y a oui un rare plan circulaire, mais surtout il n'y a aucun plan de coupe durant 2 heures. Non, je dis Gourou, qu'il échoue à toutes les échelles. Je dis pas qu'il y a des plans à toutes les ah échelles pour le oui, coup. parce qu'il échoue Vraiment. vachement. Parce que Ouais, tous les ouais. plans sont soit larges, soit gros, soit très gros pour nous imposer la gueule de Pierre Ninet au cinéma. Mais le problème, c'est que cette gueule, entre guillemets, marcherait si l'acteur était charismatique. Malheureusement, Pierre Ninet, c'est un peu Raphaël Glucksmann. C'est quelqu'un qui gueule beaucoup, mais qu'on croit jamais. Ça, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec toi sur Pierre Ninet. On va en parler en premier, je pense. Tu as raison, parce que c'est l'argument principal du film, en fait, c'est de dire venez voir le nouveau film avec Pierre Ninet. Et ouais, moi je trouve qu'en fait il a deux manières de jouer, c'est-à-dire qu'il va jouer quand il est sur scène, alors il est trop intelligent, il est trop marrant et tout, vraiment il est trop fort et tout. Et après, quand il perd contrôle, donc il commence à être un connard avec les autres, à mal leur parler et tout. Et c'est pareil, en fait, le film est tellement sur le personnage de Pierre Ninet, est tellement focalisé sur lui, que tu vois qu'il a plus rien à dire sur les autres personnages. Le personnage féminin principal du film, le personnage de sa femme, c'est une catastrophe en fait. Il n'a rien à servir. Son personnage est ultra faible. Et aussi, ses décisions, tu ne les comprends pas. De même pour son staff aussi, qui à un moment donné, il y a une partie de son staff qui va essayer de se barrer. Et tu te dis, mais vous barrez maintenant, en fait, en disant c'en est trop, c'était un connard depuis le début. Et je trouve que les relations entre personnages et le personnage est tellement faiblement établi que à partir d'un moment, tu ne peux plus croire en rien. Alors, là où je vais être d'accord avec toi, c'est sur le personnage féminin. Parce que faut pas oublier que Yann Gozlan est un gros misogyne. Tous ses films sont faits pour tourner ses personnages féminins en dérision. C'était dans Dalloway, c'était ça dans Boîte Noire, quasiment ça dans ses précédents. Mais c'est pas grave. On le sait quand même gros qu'on va voir un film misogyne. Le problème que j'ai, c'est que Manon Barbeau est une bonne actrice. On l'avait découvert dans Drone, où elle est forte dans les rôles de paranoïa, mais malheureusement, la caméra de Gozlan s'en fout. L'écriture aussi. Elle est là parce qu'il fallait bien faire une femme au personnage. Alors que dans la vraie vie, bah, le film parle de la femme de Pierre Ninet. Pareil pour son équipe. Yann Gozlan, c'est un leader qui met une tête plutôt charismatique et tout le reste n'est que prétexte pour être utilisé par le scénario. Malheureusement, aucun personnage n'existe vraiment dans Gourou. Il faut défendre son opinion, plus que tout. Et si tu mets de la divergence d'opinion, bah malheureusement, le film échoue. Le film n'est fait que pour matraquer Pierre Ninet durant 2 heures. Je suis complètement d'accord avec ça. Et en plus de ça, bah, c'est le premier film qui produit vraiment activement, de ce que j'ai compris. Et Oui, c'est parce vrai que que c'est sa dur de première pas. production, c'était la série qui s'appelle Fiasco.
Ah oui, d'accord, ok, ouais, c'est ok, ouais, je comprends. Mais justement, moi, bon, j'avais passé un bon moment devant Fiasco sans que ce soit incroyable non plus. Mais en fait, le gros problème que j'ai avec ça, c'est qu'effectivement, ça ressemble plus à une espèce d'ego trip dédié à Pierre Ninet qu'à une vraie pensée ou une vraie réflexion autour du personnage. Et son personnage est incroyablement creux, en fait. Il a aucune profondeur, il n'est pas développé. Et en fait, tu as l'impression que Magnolia le fait bien mieux, alors que c'est un huitième du film avec ses 10 000 personnages. Je sais qu'on sera pas d'accord là-dessus, mais voilà. Mais j'ai un gros problème avec la manière dont il développe le personnage et j'ai un gros problème avec la manière dont il développe les arcs. C'est-à-dire que, en fait, si on réfléchit au film, le développement du film, ça va être juste trois, quatre arcs en fait autour de plusieurs personnages. Alors, il va y avoir l'arc avec son frère, un peu l'arc avec le chauffeur, sur lequel on reviendra en spoiler, l'arc avec justement Anthony Bajon, et la commission d'enquête. Mais en fait, la commission d'enquête, très vite, on va l'oublier. En fait. Et c'est ce que j'ai l'impression que c'est un film qui joue la montre, en fait, qui veut gagner du temps pour remplir les 2 heures, dans le sens où on va balancer la commission d'enquête dans la première demi-heure, pour ensuite ne plus jamais y revenir et avoir une décision finale qui va très peu impacter le scénario finalement. Pareil, le truc d'Anthony Bajon, ça va se conclure quand même assez rapidement et on va jamais avoir vraiment de trucs de conclusion. En fait, il y a vraiment que l'histoire avec le frère qui continue jusqu'à la fin, encore que il y a un vrai problème d'équilibrage en fait de l'histoire et on sent que le film a été plus basé sur l'idée simple en fait d'avoir Pierre Ninet en gourou, d'avoir un truc sur les coachs de développement personnel, que d'avoir un vrai scénario avec un vrai truc qui suit et qui se tient quoi. Et c'est le premier désaccord qu'on va avoir durant ce podcast. Parce que, en tant que bonne propagande d'extrême droite, on a besoin d'avoir un personnage vassal d'un message démontré comme étant le seul à pouvoir fuir une réalité. Ici, le tribunal, qui pourrait être un antagoniste, entre gros guillemets, décide de poursuivre des enquêtes, mais le récit s'arrête pour montrer que la force de notre société, elle vient du peuple, tu vois, elle vient des réseaux sociaux, de tous les aliénés qui vont pouvoir défendre et s'exprimer librement sur Twitter. Encore une fois, le choix de Twitter n'est pas vain, parce que nous savons que Twitter est racheté par Elon Musk, qui est d'extrême droite lui-même. Extrême droite qu'on va retrouver notamment par des axes à la télévision montrée comme étant divertissante et populaire, notamment par Touche pas à mon poste, qui est promu ici dans l'émission. Et en même temps décrié, parce qu'une personne qui est politisée du bon côté va pouvoir savoir que Hanouna est une menace, évidemment, et connaître tous les dialogues d'Hanouna, et savoir que le film peut être d'accord avec lui. Parce que si Hanouna commence à insulter complément d'enquête et tout à la télévision, en opposition au parquet de Paris, eh ben, c'est bien. Si Hanouna les insulte et insulte le parquet, du coup, le film serait anti-Hanouna. Mais malheureusement, on voit bien que lorsque tu imposes une marque à la télévision, c'est que tu es OK avec elle. Mais le vrai problème, c'est qu'en fait, Cyril Hanouna, il sait très bien si le film, effectivement, veut critiquer les coachs de développement personnel. Le truc, c'est que le film soit de gauche ou non, Hanouna, il s'en fout de ça, en fait. C'est de la visibilité. Il en a rien à foutre de comment il est perçu ou quoi, parce que j'ai vu des gens sur Twitter dire, ah, ils se sont bien foutus de sa gueule et tout. Il s'en fout, c'est de la visibilité, ça marche de la même manière. Quand j'ai su, parce que je savais déjà qu'il y avait Hanouna dans le film avant d'aller le voir, quand il y a eu le montage, parce qu'à un moment donné, il y a un montage sur les réseaux sociaux avec Hanouna, je me suis dit, bon, c'est pas terrible, mais bon, il est là 20 secondes. Et en fait, non, c'est une séquence pivot du film. En fait, il y a un gros truc qui est annoncé pendant le passage chez TPMP, qui est vraiment un truc qui est chaud. Enfin, moi, je trouve que inclure Hanouna dans un film comme ça, c'est vraiment un truc qui perd en fait le spectateur et qui donne un discours confus au film. En fait, il y a un vrai problème. Et surtout, je vais rejoindre ça, c'est-à-dire que tu peux pas faire un film qui parle de l'impact de quelqu'un sur les gens, en fait, via les réseaux sociaux et les trucs, et écrire les réseaux sociaux comme si tu avais 180 ans, parce que quand tu regardes les TikTok et les trucs qui font les gens, la manière de s'exprimer des gens, les commentaires quand il va sur Twitter et qu'il voit gourou, archi manipulateur, t'es trop nul, etc. Tu te dis, ben, c'est pas comme ça que les gens parlent, en fait. Il y a un vrai problème de décalage avec le réel, quelque chose que je pourrais accepter si le film voulait pas s'ancrer dans le réel, mais le film veut s'ancrer dans le réel clairement. En fait, il veut avoir un côté sociologie, politique, etc. Il veut vraiment en fait dire quelque chose. Tu sens que c'est un film qui veut être intelligent, mais ça l'est pas en fait. C'est un film qui est bête. Et en plus, il est encore plus bête dans ses twists, quoi. Ça, on en parlera. La résolution de certains trucs,
quand c'est pas prévisible, c'est absolument ridicule. Et malheureusement, je ne peux être que d'accord avec toi. C'est un film d'un grand ridicule. Et pour le coup, je suis pas forcément scandalisé que Hanouna soit la séquence pivot du film, parce que c'est un film qui se vend à lui-même. Vraiment, durant le film, je me suis posé plusieurs fois la question, à qui est destiné le film? Et j'arrive pas à trouver la réponse. Parce que en mettant Hanouna en même temps dans une séquence de 10 secondes durant le premier acte, tu peux interroger le réel. Mais à force de faire durer sur Hanouna, que veux-tu dire du réel? Est-ce que tu critiques les médias? Est-ce que tu critiques quelque chose? Non. Parce que les médias sont au final glorifiés. Parce que la séquence sur Hanouna, oui, elle est pivot du film, mais elle est aussi salvatrice pour le personnage. Les réseaux sociaux dont tu parles, oui, évidemment, les tweets sont hyper mal écrits. Parce que met au défi un réal français de plus de 30 ans de bien décrire les réseaux sociaux et tu trouveras pas. Pareil pour les écrits de TikTok que tu vois, c'est surjoué. Et aujourd'hui, si tu veux travailler dans la culture de gens qui vont défendre ce coach math, tu le trouvais bien plus du côté des edits que du côté juste des lives face cam, parce qu'on ne fait plus ça aujourd'hui. On ne défend plus un homme politique accusé uniquement par des longues vidéos avec un chat, ça marche plus. Et la vidéo pivot aussi qui sera proposée par le personnage d'Anthony Bajon avant qu'on rentre en spoil. Si jamais vous en avez quelque chose à faire vraiment de spoiler par ce film-là, eh ben c'est les vieilles vidéos fond blanc, ça marche pas. Aujourd'hui, on en rit Ouais. beaucoup plus sur Internet qu'on ne les admire. Bah, je suis complètement d'accord et je pense qu'on va rentrer en spoiler, même si je réalise qu'on n'a pas beaucoup parlé on n'a pas beaucoup parlé de mise en scène, mais parce qu'il y en a pas beaucoup en fait. Il y en a pas, c'est un film de Yann Gozlan, donc techniquement la mise en scène n'existe pas. Et si vous voulez rentrer dans l'envers du décor, l'envers du réel, ce film est tellement intéressant parce qu'à un moment il y a un gros plan sur un lampadaire et tu vois que c'est un panneau LED et qu'on voit chaque LED de ce panneau. Oh là là. Mais en fait, moi je trouve qu'effectivement Et qu'il n'y a pas de il y a un montage, gros. c'est que des cuts durant 2 heures. Ouais, le C'est montage aussi est intéressant. catastrophique, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Mais ouais, pour les gens qui nous laissent ici et qui veulent pas se faire spoiler, attention, voilà, on n'a pas du tout aimé Gourou. Personne pour l'instant dans la rédaction n'a aimé Gourou. Et je pense que il va sûrement finir dans nos flops de fin d'année, on verra bien. Mais écoute, on passe en spoiler et surtout le personnage du frère, effectivement, en fait, le personnage du frère et de son évolution, je la trouve catastrophique aussi, c'est pas Oui, possible, quoi. mais c'est tellement horrible parce que notamment la violence dans ce film est vraiment quelque chose d'important. Gozlan veut parler de la violence et du cercle de la violence, que ce soit la violence psychologique entre frères, que ce soit la violence sexuelle dont fait par Bajon à la 10e minute du film, qui est mon père me violait, repenser ce viol, pardon, quel coach dirait ça? Et notamment la morale de Gozlan est qu'aujourd'hui les agressions sexuelles ne sont qu'un moteur capitaliste de ce monde. Le film nous l'annonce. Et on peut malheureusement pas rester de marbre face à ça. On peut pas rester de marbre face à un film qui te dit que n'importe quelle agression aujourd'hui est un moteur capitaliste, qu'il va falloir faire de l'argent dessus, et que même quand la séance de psy est passée, soit ce psy qui les utilise contre ses patients et contre la société pour se victimiser en est profondément méprisable. Bah ouais, je suis Là, c'est complètement pas juste un d'accord. axe de Ouais, scénario, ouais. c'est vraiment un axe de vie. Mais surtout, il y a un gros problème avec la conclusion. Est-ce qu'on parle de la conclusion? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler de Gourou, en fait, mis à part Mais le fait vas-y. que, effectivement, le twist avec Anthony Bajon est complètement prévisible. Tu le voyais venir à 100 km. Le fait que il s'en sorte ultra facilement, en fait, avec le meurtre et le truc et tout, c'est aussi ultra con, en fait. C'est-à-dire que le mec, tu vois qu'il y a eu des vidéos et des trucs, il se fait un peu tirer les oreilles par le procureur, mais ça va, il peut s'en sortir tranquille. Le truc de, pareil, la commission d'enquête, c'est pas du tout développé. Ça se termine en mode, ah bon, bah, il va adapter la loi, mais c'est pas grave, lui, il part aux États-Unis. On n'a même pas parlé du personnage du gourou américain, là, du coup, le personnage Peter, je sais plus, Peter Conrad, je crois, un truc comme Oui, ça. Pierre Canade. Ouais, c'est ça, qui est aussi complètement ridicule et qui en fait tellement trop. En fait, je crois pas à ces personnages-là. On dirait vraiment des faux persos. En fait, on dirait des persos de faux films.
et je ne peux croire en fait à ces personnages-là. En fait, je trouve qu'ils ne sont pas crédibles du tout. Et effectivement, cette fin où il décide de tuer son frère, qui sort de nulle part avec la pire scène du film, c'est ce que j'ai dit en critique Letterboxd, c'est que tu sais que ton film est nul quand c'est vraiment pas la scène avec Hanouna, la pire scène, c'est celle-là. C'est celle où comme ils commencent à tous hurler avec l'opéra derrière et le montage alterné, et c'est une catastrophe. Je trouve que là, le film arrive vraiment dans le pur nanar, en fait. Vraiment, je trouve dans la dernière demi-heure, ça devient une catastrophe. Et oui, effectivement, cette scène-là, je la trouve absolument catastrophique. Pour en plus finir sur un twist où en fait c'était le méchant chauffeur qui l'a manipulé. Ça n'a aucun sens en fait. C'est vraiment un perso. Et ce personnage-là, en plus, on s'en fout. Tu vois, il est ultra caricatural, il est ultra bête. En fait, en plus, je trouve ça un peu cringeos en fait que ce soit le personnage qui a peut-être moins de moyens aussi, qui vient être le méchant de l'histoire et du coup ça vient un peu innocenter le personnage de Pierre Ninet. Je trouve que éthiquement il y a un truc qui me pose un peu problème en fait sur ce personnage-là. Il y a un gros problème. Et oui, du coup, cette conclusion, ce dernier plan, putain, quand je l'ai vu approcher, parce que du coup, pour ceux qui s'en foutent d'être spoilés, il va à Las Vegas parce que son mentor, en fait, il a fait assez de buzz, parce qu'il a fait croire que son frère le battait, ce qui est quelque chose de complètement faux. Il a fait tuer son frère parce qu'il pensait qu'il allait le porter plainte pour diffamation, mais en fait, c'était le coach qui le manipulait en lui disant, bah, en fait, j'ai envie de faire des vidéos là et de devenir aussi coach de motivation et de développement. Et tu vas m'aider, tu vas repartager mes vidéos, on va fonder un truc à deux. Sinon, je vais te balancer. Truc complètement con, hein, parce que si son chauffeur, en fait, le balance en lui disant, bah, c'est toi qui m'as dit d'aller le tuer, il ira aussi en prison. En fait, les deux vont tomber ensemble, en fait. Hein. Je trouve ça complètement con. Mais bref, passons. Et donc, du coup, il arrive complètement bourré à Las Vegas, il est complètement défoncé, sa femme le quitte, et il arrive au milieu de la scène à Las Vegas. Quand il est arrivé en plein milieu du plan, en train de s'approcher comme ça de la caméra, je savais qu'il allait regarder la caméra, que les derniers mots du film allaient être prononcés à la caméra. Et c'est la preuve ultime que le film fait cheap et fait too much et fait tellement en retard sur tout, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça ridicule. Alors déjà, j'en pense que pour le coup, cette pire séquence, pour moi, c'est pas du tout la scène où il hurle. Ça va être la scène où il va écouter en boucle sa vidéo, où il va théoriser sur le fait que son frère ait vu la vidéo pour le manipuler, pour qu'il soit manipulé par un tel, suivi du meurtre du frère qui est débile et qui est une des séquences les plus mal filmées de nuit, sans éclairage, absolument invisible et irregardable. Pourquoi avoir voulu filmer ça comme ça? Pareil, tu aurais pu parler de l'aéroport, où oui, se faire forcer à RT et à faire des vidéos avec quelqu'un. Malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé en 2023 par Sawyer, tu vois. Il y a un mec avec des lunettes de soleil qui m'a vraiment empêché et qui m'a obligé à faire des vidéos avec lui pendant 3 ans. Quand je vous ai tous forcé à Non. publier des vidéos sur la Il faut que septième j'en illusion, parle les pastilles de aussi, l'été et vraiment, à tout. cœur ouvert pour vous, hein, mais Sawyer, c'est vraiment le gourou de la sémillusion. Je m'en Parce excuse, j'ai que, fait des erreurs par le passé, mais je crois que le pardon existe chez tous les humains. t'inquiète, t'as tué ton frère, mais c'est pas grave. Ouais, tranquille. On Mais en arrive à ce point où la scène où il hurle est une scène qui est passionnante. Elle est pas ratée, hein. Elle dit quelque chose de comment Yann Gozlan voit la masculinité et comment Yann Gozlan voit l'aide par une boule de nerfs qui hurle et qui n'est plus que folie. À partir de ce moment-là, le film peut basculer sur un downfall complet du personnage qui peut exploser suite à ça et nous faire sortir de la salle avec une impression que le film se rattrape. C'est une deuxième scène pivot du film, détruisant le mental du personnage qui n'est plus qu'un corps, dont l'âme fuit. Puis malheureusement, il décide de le réduire en miettes avec cet alcool qu'il débectait avant, par des addictions, par sa femme qui le quitte et qui appelle la police. À ce moment-là, encore une fois, le film, tu peux laisser Pierre Ninet en train de errer dans un Los Angeles dévasté, que le film pourrait avoir une bonne fin. Il s'approche de la caméra, le film se finit, et malheureusement, personnellement, j'en entends vraiment un Bardella 2027. je suis pas sûr de la comparaison. Pour le coup, moi, je l'ai pas vu, mais effectivement, je peux comprendre. Mais je trouve qu'il y a effectivement, le film fait pas du tout, enfin, fait pas du tout naturel en fait dans sa manière de développer en fait son personnage là.
Et je trouve que ouais, enfin, c'est une catastrophe en fait. Sa manière de développer ses personnages, sa manière d'écrire, sa manière de mettre en scène son récit. Je trouve qu'il n'y a rien qui va. Et j'ai plus rien à dire sur le film parce que le film est vide. En fait, le film ne sait pas quoi dire. Et j'ai plus de choses à dire que sur le film que le film n'a des choses à dire sur en fait le développement personnel et sur ses coachs. Donc oui, je vais conclure là-dessus quoi. Si tu veux dire rajouter quelque chose, vas-y parce que moi j'ai plus rien à dire dessus quoi. Mais je vais remettre de plus, hein, je pense. Bah écoute, on va conclure là, hein, parce que j'ai vraiment rien à dire. On n'a plus rien à dire sur Grou. Que vous avez compris, on n'a pas du tout aimé. Et je sais que Jus, que Adam l'ont vu, que personne n'a aimé. Donc je pense qu'à mon avis, c'est déjà un bon candidat pour Pareil, les films Hugo de non fin plus. d'année. Déjà, le film est blacklisté de notre top. Il restera en flop, je pense, de l'année. Bah voilà, c'est ça. Et on verra. On verra de quoi il en est. On est qu'en janvier. Mais écoutez, peut-être qu'il sera rejoint par le Marsupilami. On verra. Parce que je ne sais pas si cette vidéo sort avant ou après le Marsupilami. Et écoute, on espère qu'on aura des meilleurs films. Il y a The Mastermind qui sort bientôt. Il y a Marty Suprême qui sort bientôt. On verra bien ce qu'il en est. Mais merci à toi, Joe, d'avoir tourné ce débat avec moi. Bah, t'inquiète, ça fait plaisir. Bah écoute, et du coup, Toujours d'ici là là, pour on vous parler dit à de la Gozlan. prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours là pour parler de Gozlan, hein. Allez, bah ouais, notre réalisateur préféré. Mais écoutez, d'ici là, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.